Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voici une nouvelle émission Radio Grand Ciel. Nous parlerons aujourd'hui des concerts in furore de l'escadron volant de la Reine, des concerts qui ont lieu le samedi 14 juin à 20h30 au Théâtre de Dreux et le dimanche 15 juin à 17h dans l'église Saint-Aignan à Chartres. Ce sont des concerts organisés par les Samedis musicaux et nous avons la joie d'être en présence de notre invité aujourd'hui qui est Antoine Touche. Bonjour Antoine. Bonjour. Ainsi que notre co-présentatrice Dominique Sanfraud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, j'ai lu que vous êtes à l'origine de la création de l'escadron volant de la Reine. C'est un joli titre. Ça devrait nous séduire. Comment cela s'est passé? Combien êtes-vous actuellement? Et quelle est votre spécificité? Alors, l'escadron volant de la Reine, donc d'abord, le nom peut-être. Le nom fait référence aux dames de compagnie de Catherine de Médicis. Oui. En fait, Catherine de Médicis, dans tous ses déplacements, était toujours accompagnée d'un grand nombre de femmes qui avaient en fait un peu la spécificité d'être les ambassadrices de la France dans tous les déplacements. C'est elles qui ramenaient les traditions, qui parlaient des traditions, qui comprenaient les traditions des autres pays. C'est un c'est un titre qui nous plaisait beaucoup. L'escadron volant de la Reine, donc on s'est créé le groupe. On est un groupe de musique baroque. On s'est créé en 2012 à la sortie du conservatoire. On était tous dans des grands conservatoires à Paris, notamment à Bruxelles aussi, La Haye. Et l'idée nous est venue on cherchait du travail à cette époque-là parce qu'on commençait notre carrière et on commençait aussi à chercher du répertoire et puis tout ce répertoire, toute cette belle musique qu'on voit, on s'est dit pourquoi pas se rassembler pour la jouer ensemble. Et donc on a cherché un nom qui pourrait nous correspondre et on a trouvé l'escadron volant de la Reine. C'est un nom qui allie la rigueur et en même temps la fantaisie. Ça raconte plein de choses dans l'imaginaire et c'est quelque chose qui nous allait très bien. Et le mystère aussi. Et le mystère. Oui. La spécificité de notre ensemble, donc, c'est qu'on est un ensemble de musique ancienne. On travaille donc tous les répertoires du XVIIe et XVIIIe siècle sur des instruments d'époque, ou en tout cas des instruments qui sont montés comme ils l'étaient à l'époque, avec des cordes en boyau, on a des archets un peu différents, etc. Et voilà, et notre ensemble a ça aussi de spécifique, qu'il ne comporte pas de chef d'orchestre. C'est un ensemble qui fonctionne en collectif. On aime souvent se dire que notre escadron, en fait, c'est comme ce qu'on appelle la murmuration des oiseaux. En fait, c'est tous ces oiseaux qui volent dans le ciel. Et à un moment, ils décident de changer de direction. On ne sait pas pourquoi, mais ils changent tous ensemble. Et en fait, c'est un peu notre façon de travailler, sans chef d'orchestre, mais avec tous ces échanges qui sont parfois visibles et parfois invisibles. C'est super. Oh, dis donc, ça donne déjà très envie. Avant de parler du programme du samedi 14 juin à Dreux et dimanche 15 juin à Chartres, je vous propose d'écouter un extrait Vivaldi, qui est quand même la personne centrale du programme In Furore. Et qui dit Vivaldi, dit les 4 saisons, tout le monde les connaît. Alors commençons par un extrait de l'été, parce qu'on est en approche de l'été.
venez d'entendre la fin orageuse de l'été de Vivaldi avec Elle-moi Yvonne. Marie Samuelson et les Trondheim solistes. Parfait. Bon, mais revenons à notre invité Antoine Touche, fondateur et violoncelliste de l'ensemble. On dit un ensemble? Oui, on dit un ensemble. On dit un ensemble. Escadron volant de la Reine qui se produira samedi 14 juin à 20h30 au Théâtre de Dreux et dimanche 15 juin à 17h en l'église Saint-Aignan de Chartres. Alors, votre programme, une furore, c'est comme ça qu'on dit? Une furore. Une furore. On peut rouler l'air même. Ah, une furore s'articule autour de la musique vénitienne du XVIIIe siècle et donc de Vivaldi, Voilà. et même sans ces 4 saisons. Pourriez-vous nous en dire un peu plus de ce programme et avec qui et avec quels instruments? Et qui dit Venise pense aussi à l'Ospedale et de ces jeunes orphelines musiciennes. Y a-t-il un rapport avec le programme que vous allez jouer? Ah, tout un programme. C'est tout un programme. Alors, la naissance de ce programme, en fait, donc oui, une furore, donc ça fait référence évidemment à Venise et à Vivaldi. Nous, depuis le début, avec l'Escadron, on s'intéresse donc à la musique italienne. On s'est spécialisé à la musique italienne et à la recherche de répertoire. On va dans les bibliothèques chercher des manuscrits qui n'ont encore jamais été joués, donc des manuscrits inédits. Et depuis notre création, on s'est intéressé à la figure d'Alessandro Scarlatti Oui. et donc à la ville de Naples. Et ensuite, on a travaillé et on travaille encore actuellement sur la ville de Rome. On a un CD autour du compositeur Kapsberger, qui est un Romain, même si son nom est allemand. Oui. Et actuellement, on travaille aussi sur un grand projet autour de la figure de Christine de Suède, la reine Christine de Suède, qui était la grande mécène des arts de Rome. Oui. Et ce programme In Furore est venu, on s'est dit, il faut quand même qu'on s'attaque à l'une des grandes capitales de la musique italienne, Venise, qui est Venise. Donc, ça s'est un peu passé comme ça, et on s'est dit, cette fois-ci, pour Venise, on va s'attaquer à la face visible de l'iceberg, donc qui est la figure de Antonio Vivaldi. Venise, à l'époque baroque, c'est une ville qui est fascinante, notamment pour la musique. Dans tout son fonctionnement, la musique est partout. Elle est à l'église, certes, mais elle est aussi dans la rue, sur les chantiers. On disait que ça chantait sur les chantiers. On connaît aussi les chants des gondoliers. Donc, c'est une ville où la musique est omniprésente dans la vie des Vénitiens. Une ville aussi qui était déjà connue à l'époque pour ses grandes fêtes, pour ses grandes cérémonies aussi, tout ça. Et donc, ça nous a fait... on s'est dit, il faut qu'on commence quelque part. Et on a commencé donc avec ce programme In Furore, donc qui s'attache donc à Venise, à Vivaldi et à la musique sacrée, et donc avec 3 motets que nous allons jouer durant le programme. Donc il y a In Furore, il y a aussi un autre motet qui s'appelle Subin Mendio Tempestatum, ou encore le Salve Regina de Domenico Scarlatti. Voilà. C'est quand même dommage que Venise n'est pas resté tout le temps le centre musical et que Vivaldi a dû s'expatrier à Vienne pour essayer de suivre et qu'il y est mort quand même un peu tristement. Oui, alors c'est un peu... on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi Vivaldi a voulu aller à Vienne? Oui, c'est ça. C'est une grande question. A priori, c'est parce qu'à Vienne, à cette époque-là, il y avait la cour du prince Ferdinand, je crois, qui avait un énorme orchestre. Et donc, c'était un peu un nouvel orchestre qui avait une énorme renommée dans toute l'Europe. Et Vivaldi a voulu accéder à cette ville. Il n'a jamais réussi. Oui. Il a toujours échoué. Et donc, finalement, il a fini sa vie à Vienne, alors que quand même, il a passé 20 ans de sa vie à l'Ospedale della Pietà, avec les jeunes filles. À Venise, avec les jeunes filles. Voilà. Oui, bah. Et pour revenir un peu sur le programme, j'ai vu dans le programme qu'il y a plusieurs extraits d'œuvres qui ne seront donc pas joués en entier. Donc, il y a aussi Domenico Scarlatti, on peut dire l'espagnol, le fils d'Alessandro, l'italien.
Est-ce que cela a été fait dans un souci d'harmonie de votre propre programme autour de la musique de Venise ou quelle est la raison? Alors, on a choisi Domenico Scarlatti finalement pour deux raisons. Parce que Domenico Scarlatti, donc c'est le fils d'Alessandro Scarlatti, et on a consacré quand même 2 enregistrements à Alessandro Scarlatti. C'est un peu notre compositeur chouchou depuis le début. D'accord. Donc si on fait pas un programme avec un peu de Scarlatti, on est tous malheureux. Et voilà. Mais cependant, il se trouve que Domenico Scarlatti est un exact contemporain de Vivaldi. Ils ont 5 ans d'écart. Et Domenico Scarlatti est passé à Venise, est passé à Venise, et quelques années entre 1705 et 1709, et on sait qu'il s'est beaucoup imprégné de la musique vénitienne à cette époque-là, et ça nous paraissait un peu étrange c'est sûr qu'il a croisé Vivaldi ou qu'il a entendu parler de l'Ospedale della Pietà, vu que c'était les immenses stars de Venise à cette époque-là. D'accord. Et du coup, on trouvait ça super de faire un petit clin d'œil aussi à ce compositeur Domenico Scarlatti, dont la musique sacrée est moins connue et pourtant magnifique. Oui. C'est une musique, là vous viendrez découvrir le Salve Regina, qui est magnifique, que j'ai découvert. Voilà, qui est une œuvre pour soprano solo, mais pas que, puisque en fait, il y a 4 parties de cordes qui sont aussi incroyables les unes que les autres. Donc c'est 5 parties, en fait 5 voix qui se mêlent autour de ce Salve Regina. Eh bien écoutons peut-être le début de son Salve Regina, probablement dernière œuvre qu'il a écrite, juste avant sa mort. Voilà. Alors, vous venez d'entendre le début du Salve Regina de Domenico Scarlatti, ici par Marina Nicole Lemieux, qui est contralto, et l'ensemble Ars Musicorum. Vous pourrez entendre la même œuvre au choix, donc soit le samedi 4 juin à 20h30 au Théâtre de Dreux, soit le dimanche 15 juin à 17h en l'église Saint-Aignan de Chartres. Et cette fois-ci, ce sera l'ensemble Escadron volant de la Reine et la soprano Eugénie Lefebvre, que vous pouvez écouter dans l'œuvre que nous diffuserons en fin d'émission d'ailleurs. Vous entendrez sa voix. Alors, ces concerts organisés par les samedis musicaux sont donc inspirés par ce qui pouvait se faire à l'Ospedale della Pietà, qui accueillait des enfants trouvés et où Antonio Vivaldi était maître de musique.
Compte tenu de ce qu'il composait pour elle, que ce soit au niveau instrumental ou vocal, on en conclut que les filles devaient avoir un sacré niveau musical. Oui. Comment faisait-elle? Et pour reprendre cette musique à dominante sacrée, je suppose, est-ce que vous travaillez sur des instruments restitués d'après ceux de l'époque? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais peut-être plus en détail là maintenant. Je vais développer. Alors, pour ce qui est de l'Ospedale della Pietà, en fait, c'est un sujet qui est assez passionnant parce que donc ces ospedales, dans la traduction, il y en avait 4 à Rome, et dans la traduction, les ospedales, ça veut dire hospice ou hôpitaux. Donc ces quatre ospedales, il y avait les Medicanti, les Incurabili, l'Ospedaletto et l'Ospedale della Pietà. Donc recevait les gens malades, mais aussi les orphelins démunis, et toutes sortes de gens. C'était des grandes congrégations finalement. À l'Ospedale della Pietà, il y a eu jusqu'à 1000 pensionnaires dans ces endroits-là. Et ces ospedales avaient la spécificité d'enseigner la musique aux filles, aux femmes. Donc ça, c'était à Venise. À Naples, c'était pour les hommes. C'est là qu'on a eu les castrats. Oui. Et en fait, la petite histoire aussi, c'est qu'à Naples, ces ospedales qui existaient aussi sont devenus les premiers conservatoires de musique. Donc comment ça se passait à l'époque? Donc à Venise, ces femmes qui rentraient à l'Ospedaletto avaient des cours de musique tous les jours. On leur enseignait la musique pour qu'elles jouent donc durant les offices. Et ça a pris tellement d'essor très vite. Le public vénitien s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose à l'église. Ces femmes qui avaient un niveau instrumental extraordinaire. On s'intéressait à des instruments qui n'étaient pas encore connus à l'époque. On pouvait entendre des concertos pour basson, des concertos pour violoncelle, des concertos pour hautbois. Ça a beaucoup développé la musique instrumentale d'un certain côté et aussi la musique vocale. Voilà. Et donc, ça a fait la renommée de Venise, autant que Venise donc, est une ville aussi qui a été très reconnue pour l'opéra. Et en fait, c'était un peu en compétition avec l'opéra. Les gens allaient à l'église pour voir le spectacle, voire non. En fait, finalement, parce qu'ils ne voyaient pas les films. C'est ça aussi qui a une des spécificités de ces concerts de l'époque. C'est que le public, dans l'église, les femmes étaient cachées derrière des grilles ou derrière des tribunes. Donc c'était des voix angéliques qui venaient d'ailleurs, comme on aimait, on aimait le montrer à la Contre-Réforme. C'est un effet de la Contre-Réforme où la musique devient un moyen de montrer l'invisible en fait. Et d'emmener les gens aussi vers une foi, une ascension vers la foi divine. Et donc c'est vrai que c'est assez fascinant, tout ce public qui venait écouter un concert qu'ils ne voyaient pas forcément. Et après, les hospitaliers ont vu derrière ça aussi qu'il y avait quelque chose à faire, et on a commencé à faire des concerts, des vrais concerts où on présentait quand même de la musique religieuse d'ailleurs. Et donc avec comme grand maître de cérémonie Vivaldi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? C'est que donc ces filles rentraient là à l'âge de 6 ans et elles restaient jusqu'à l'âge de 18 ans normalement, où on leur trouvait un bon parti. Et donc ces filles avaient pendant toutes ces années-là une carrière de musicienne, et à 18 ans elles arrêtaient, et c'était dramatique. Il y a beaucoup de filles, on a encore des témoignages de filles de l'Ospedale qui reviennent en disant genre, moi je préfère faire de la musique que d'être mariée et d'être une femme au foyer. Et donc elles avaient un grand attachement donc pour la musique et aussi pour Vivaldi et tous ses concerts. Et là, au niveau de l'escadron volant de la Reine, vous reproduisez ça sur scène, ou comment vous attribuez la musique? Alors pour s'attribuer la musique, bah oui, on est allé à Venise, on s'imprègne d'une ambiance. D'accord. Quand on pense à Venise, on pense à ces rues peut-être un peu sombres, avec de l'humidité, mais aussi on pense aux canaux, on pense à tout ça. Il y a quelque chose à Venise, il y a une lumière, il y a une ambiance qui fait qu'on ne peut pas ressentir la musique pareil
qui donne une couleur tout de suite à la musique. Et pour donner cette couleur à la musique aussi, on se sert donc de instruments, j'en parlais tout à l'heure, d'instruments donc qui sont faits comme à l'époque. Oui. Par exemple, moi, et en plus des instruments anciens, par exemple, moi je joue un violoncelle qui date de 1705. Ah oui. Un violoncelle donc finalement qui date exactement de la même Oui, période. oui. C'est des instruments qui ont une Oui. histoire. Ils ont des spécificités, ces instruments. La facture instrumentale a évolué Oui. au fil du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, nous, on essaye de reprendre les instruments comme ils étaient montés à l'époque. Donc, il y a plusieurs changements. Par exemple, le violoncelle se tient entre les jambes. Le violon n'a pas de mentonnière. Les archets ont des formes multiples, diverses, mais qui ne ressemblent pas aux archets qu'on voit aujourd'hui. Le son des cordes de boyau. Mais aussi, on peut, si vous venez au concert, et venez d'ailleurs, Oui, vous pourrez apprécier le son aussi du clavecin. Le clavecin, donc ce piano Oui. qui a une forme de piano, mais en fait qui ne l'est pas, qui est plutôt une harpe qui a été mise une harpe qui a été mise dans un coffre, une harpe qui est allongée. Voilà, c'est des sonorités qui nous rapprochent au plus près de ce qui se faisait à l'époque. Et puis aussi, il y a le chant. Oui. Le chant, Eugénie donc a travaillé cette technique vocale qui est du chant baroque, qui est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, des grandes chanteuses lyriques d'opéra qui chantent Verdi, etc. D'accord, ok. Bon, mais donc vous entendrez le 14 et le 15 juin l'ensemble escadron volant de la Reine, et vous aurez une soprano, 2 violons, un alto, un violoncelle, un contrebasse et un clavecin. Voilà. Donc voilà, pour entendre Vivaldi, Scarlatti et de nouveau Vivaldi, voilà. Merci Antoine d'avoir donné envie à venir écouter l'escadron volant de la Reine. Juste avant d'aller à Venise. Oui, juste avant d'aller à Venise, on va avoir On vous envie emmène. d'y aller. Hein. Tous les détails et les liens vers la billetterie, vous les trouverez sur www.samedimusicaux.fr. Merci aussi à Dominique Chanfraud, co-présentatrice de cette émission, et à Christophe Jubien, notre technicien du jour, et qui en a réalisé l'enregistrement. Nous allons terminer cette émission par un extrait d'In Furore d'Antonio Vivaldi, qui est un motet pour soprano et cordes et qui a donné le titre au programme. Ici, tel que vous pouvez l'entendre le 14 et 15 juin, car il s'agit de l'escadron volant de la Reine avec Eugénie Lefebvre en soliste soprano. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.